servait d'avoir des données atomiques. D'ailleurs, là, comme vous pouvez le voir ici, dans cette première colonne, nom client, on a le nom et le prénom du client. Ce qui fait que ma table n'est pas, n'est pas normalisée, n'est pas en tout cas en première forme normale. Donc on y va. On fait une nouvelle colonne qu'on va appeler prénom client. On appelle. Tac. On va mettre que du prénom. Vous en faites pas, on va changer un peu d'outil tout à l'heure. Je pense qu'on a un quart d'heure, 20 minutes, peut-être sur la troisième forme normale, le temps de faire les exemples, de les décrire là dans le Google Sheet. Puis ensuite, on ira faire un petit tour dans Xano, on va s'amuser un peu. Ça dépend de ce qu'on appelle s'amuser, mais en tout cas, on va aller trifouiller un petit peu Xano et ça risque d'être un peu intéressant. Donc, la première forme normale, je répète, c'est d'avoir dans chaque colonne une donnée atomique, c'est-à-dire qu'on a une et une seule information par colonne. Quand vous avez une colonne où il y a nom, prénom, c'est raté. Votre table n'est pas normalisée, vous avez des risques de redondance de la donnée, hein, de doublons, d'erreurs, de problématiques de mise à jour. C'est vraiment, je ne vais pas dire c'est catastrophique, mais c'est pas une bonne pratique et ça risque de vous causer des problèmes dans le futur. C'est pareil hein, pour les champs adresses, hein, c'est quand même très souvent qu'on voit l'adresse complète dans un champ unique. Ce n'est pas une bonne pratique, hein, il faut vraiment découper la rue, la ville, le code postal. On peut aller encore plus loin avec le numéro de la rue, mais bon, là on pinaille. Vraiment avoir la donnée la plus atomique possible. La deuxième forme normale, là, si on voulait transformer cette table pour qu'elle soit cette base, parce que ça va devenir une base, hein, comme on disait la dernière fois, ça arrive très souvent, vous arrivez chez un client qui a un fichier comme celui-ci, avec plus de colonnes potentiellement, ou avec certainement beaucoup plus de lignes, en tout cas je l'espère pour le client en question. Typiquement, on va vous demander, vous allez devoir vous transformer ça en base de données, ce qui va vous amener finalement à devoir découper cette donnée en différentes entités. Là, pour simplifier un petit peu l'exemple, j'ai déjà fait des ID, ce qui permet de pouvoir très facilement repérer qu'on a 3 entités. Une entité vente, une entité client et une entité article. Donc pour passer en seconde forme normale, hein, grosso modo, pour faire un peu simple, dans la seconde forme normale, ce qu'on va chercher à atteindre, c'est les dépendances. C'est-à-dire que chaque colonne, en fait, de votre base ne doit dépendre que d'un seul, ne doit dépendre que d'une entité. Voilà, grosso modo. Je schématise, hein, je simplifie, un peu comme la dernière fois, je simplifie. Mais ça permet de comprendre, quand on a un ID article, eh ben, je sais que que le nom de l'article, je vais pouvoir le retrouver avec son ID. Sa catégorie, potentiellement, je vais pouvoir la retrouver avec son ID. Le prix, peut-être. En tout cas, tout ça, ça pourrait peut-être aller dans une table. La vente, ben, est-ce qu'avec l'ID d'une vente, je peux retrouver un prix, une date? Peut-être, possible. Est-ce qu'avec mon ID client, je peux retrouver son nom, prénom? Certainement. Ce qui fait qu'on va devoir séparer déjà notre base en différentes entités. Alors, on va avoir une entité client. Je le fais en live, hein, comme ça c'est plus clair et ça permet à tout le monde de bien voir ce qu'on est en train de faire. Une entité article et une entité vente. Dans un premier temps, on découpe doucement, hein, on a déjà fait cet exercice la dernière fois, mais ça permet, hop, d'y revenir un peu. Voilà, donc ici, j'ai mes clients. Donc là, ma table client n'a pas de doublon et elle n'a pas de données qui ne la concernent pas directement. Ensuite, ma table article, ce que je vais faire dans un premier temps, je pense que les articles, dites-moi ce que vous en pensez, mais je dirais que dans les articles, on a l'ID, le nom, la catégorie. N'hésitez pas à challenger hein, si vous n'êtes pas d'accord.
aussi le but de ce live. Mince, mon copier-coller, ça commence mal. J'ai des articles, j'ai une catégorie. Si j'avais plus d'articles, peut-être que je retrouverais cette catégorie dupliquée. Dans mes articles, on va réfléchir si on met la catégorie dans une autre table. Alors, ça frise. Est-ce que j'ai des frises? Est-ce que quelqu'un d'autre me voit friser? N'hésitez pas à me le dire si ça frise un peu, que je vois ce que je peux faire, peut-être descendre la qualité du live. Alors, Sam, j'ajouterai pas le prix. Tac. Donc là, je vais prendre. Mais je vais te dire pourquoi. Hop, hop, là. Dans un premier temps, ok, super. Bonjour Mathieu et merci. Euh, merci. Donc, dans la table article, toi, Samantha, du coup, tu aurais mis le prix. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui sont à définir. Ah, ok, d'accord. Top, Samantha. Il y a plus. Alors, attends, hop, on va mettre ça comme ça. Il y a plusieurs choses déjà à vérifier. D'ailleurs, j'ai mon casque. En fait, ça ne sert à rien puisque personne ne me parle. Je peux vivre sans mon casque qui me donne d'ailleurs chaud. Le prix, on va potentiellement le mettre dans la table des articles, mais ce que je voulais essayer d'identifier avec vous ici, c'est que là, il manque quand même une information pour avoir le prix de vente. Comment on fait pour savoir quel est le prix de vente de mon article? Donc, il manque une information qui est quand même intéressante, c'est la quantité. Je n'ai pas de quantité. Alors, je ne mets pas les champs dans un ordre particulier, hein, peu importe. Là, ici, toc. Je n'ai pas de quantité. D'ailleurs, je comprends. D'ailleurs, on n'a pas non plus quel est l'article qui est utilisé. Donc là, on va devoir mettre, si vous vous souvenez un peu la dernière fois, hein, pour ceux qui ne sont pas encore forcément très très habitués avec les bases de données, on va mettre ce qu'on appelle une clé étrangère, c'est-à-dire qu'on va mettre l'identifiant d'une table, d'une table qui n'est pas la table en question. Là, dans la table vente, je vais mettre l'identifiant de la table article pour savoir quel est l'article que j'ai commandé. Donc, je vais mettre FK comme foreign key pour dire que c'est une clé étrangère. On ne fait pas ça tout le temps hein, dans les bases de données. Moi, quand j'ai commencé, c'est bien pour apprendre parce que ça vous force à réfléchir et à vous dire là, je mets l'identifiant d'une autre entité de ma base de données. Donc, c'est bien quand on commence. Ensuite, bon, c'est pas forcément toujours pertinent, même si c'est quand même bien de savoir quelles sont les clés étrangères. Mais vous verrez que dans la plupart des outils, c'est quand même bien identifié visuellement et c'est assez clair. Donc, et on ne sait pas non plus qui est le client qui a commandé. Donc de la même manière, on va mettre l'identifiant de l'article. Et en effet, le prix, je ne l'ai pas mis tout de suite, c'était juste pour voir si vous alliez suivre, évidemment. Le prix, je le mettrai plutôt là. Maintenant, ma catégorie, malgré tout, je pense qu'elle serait mieux dans une table à part. Parce que typiquement, la catégorie t-shirt, bah, si ça se trouve, un jour, je vais je vais mettre dans une catégorie, je vais me tromper. Et au lieu d'avoir écrit t-shirt comme ça, bah, je vais peut-être avoir écrit t-shirt avec un Y. Et je vais me rendre compte bah, que j'ai écrit une bêtise. Euh, pour éviter d'avoir à aller chercher dans chacun de mes articles où est-ce qu'il y a écrit t-shirt, en fait, je vais avoir une table des catégories. Hop, on va y arriver. Catégorie dans laquelle j'aurai. On va refaire comme les autres. Hein. Tac. Voilà. On va avoir un ID, catégorie
catégorie et un non catégorie. Et oui, tu as bien suivi du coup, Samantha. Donc, ce qu'on a fait là, on a fait 2 choses, on a fait 2 choses en une. Donc, on a rendu les données, on va dire, atomiques. Évidemment, on reprend, des exemples simples parce qu'on va pas y repasser 1 heure et demie. Mais on a pris des données qui n'étaient pas forcément atomiques dans la table client, c'est-à-dire qu'on avait le nom et le prénom dans la même cellule, hein, dans la même colonne, et on l'a éclaté en 2 données, puisque le nom et le prénom, c'est 2 données différentes. Si on avait une adresse, on aurait pu la casser en 3 colonnes, par exemple, ou en 4 ou en 5, dépendant, du niveau de granularité dont on a besoin. Donc là, on a des tables qui sont en première forme normale. Chacune de ces tables ne contient qu'une et une seule, information. Hop, on va effacer la colonne. J'ai pas réussi. Raté, j'ai dû appuyer 2 fois sur le même truc. Voilà. Donc on a à chaque fois, toc, je vais enlever ça. On a à chaque fois une et une seule information par cellule, et donc par colonne. Euh, en retirant la table catégorie, l'entité catégorie des articles, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aussi donc normalisé. Donc notre base est en première forme normale parce que chaque colonne a des données atomiques. Elle est ensuite en deuxième forme normale car chaque entité a été bien isolée, on va dire. Encore une fois, je simplifie un peu, mais chacune, on a vraiment éclaté cette base qui était un gros bloc en plusieurs entités distinctes, et on a bien vérifié que dans chacune de ces entités, on a bien qu'un et un seul type de données. Donc, on n'a pas ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot un peu barbare, je vous laisserai chercher si ça vous intéresse, mais on n'a pas ce qu'on appelle de dépendance transitive. Donc là, ça aurait pu être le cas, par exemple, avec notre catégorie. Donc, hop, je supprime la colonne. Et ici, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir avoir une base de données pertinente. Et donc là, je peux dire que ma vente numéro 1 qui a eu lieu à telle date, elle correspond à, il y a telle quantité de l'article 1, il y a telle quantité de l'article 2, et il y a telle quantité de l'article 3. Et hop, le client 1, il a commandé ça, le client 3, il a commandé ça, et le client 2, il a commandé ça. Et donc là, j'ai la totalité de ma base. Pourquoi ici, je n'ai pas, par exemple, le total? Je pourrais avoir le total. Ça n'a rien à voir avec la normalisation de la base de données, mais c'est un petit tips. On pourrait avoir ici donc une colonne totale, total de la commande, total de la vente, puisque on est sur la table vente. Mais, autant que faire se peut, on essaye d'éviter d'avoir des données calculées dans la base de données. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, parce que quand vous êtes dans une base type Airtable, bah, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé, donc c'est ce qu'on disait un peu la dernière fois, hein, Airtable vous force à utiliser de mauvaises pratiques, mais concrètement, on n'est pas censé avoir des données calculées dans une base. Ah, attendez, j'ai oublié d'allumer la petite lumière, alors ça va faire un petit flash. Protégez vos yeux 2 secondes, ça va faire un petit flash. Tac. J'étais dans le noir. Donc, les données calculées, on essaye d'éviter de les afficher, mais on va plutôt les utiliser quand on va faire une réponse. Donc, quand on va faire la requête qui va dire ben, quelles sont les commandes pour le client numéro 1 ou quel est le total des ventes pour la commande numéro 1, et ben, je vais aller à ce moment-là faire la somme de la quantité plus le prix qui est renseigné dans ma table article. Donc là, je sais que j'ai une quantité de 2 pour l'article 1. Et dans ma base de données, je sais que l'article 1, il vaut 20. Donc, si j'ai bien suivi mes cours de maths, je sais qu'ici, j'aurai un total de 40. J'espère.
Je dis une bêtise là, du coup. Vous allez m'afficher, j'espère que vous ne ferez pas de clip. Euh, donc, cette donnée-là, je vais, si je le peux, dans les différentes bases de données, T colonne sans espace. Alors, Samantha, la question, il y a une raison pour laquelle tu nommes tes colonnes sans espace avec un underscore, désolé si tu l'as déjà expliqué. Non, je ne l'ai pas forcément expliqué. D'ailleurs, là, je fais plusieurs choses qui ne se font pas forcément, mais c'est pas. D'ailleurs, j'ai écrit quantier, de quantité. Euh, alors, je pense que c'est un vieux réflexe, un vieux réflexe de développeur. Moi, j'ai eu l'habitude d'écrire ce qu'on appelle en snake case, c'est-à-dire que j'écris tout avec les espaces sont remplacés par des underscores. C'est des conventions, généralement en dev, on évite de mettre, on évite, pas on évite, on ne met pas d'espace dans les variables, dans les noms de colonnes, on ne met pas d'espace. Parce que d'un langage à l'autre, les espaces peuvent être interprétés d'une manière différente. Donc j'ai gardé un petit peu ce mindset qui me force mentalement à mettre des underscores ou des tirets ou autre chose, mais à surtout pas mettre d'espace ou de caractères trop spéciaux. D'ailleurs là, tu vois, j'ai écrit quantité avec un accent. En temps normal, je ne mets pas d'accent. Tu vois ici, par exemple, j'ai pas mis d'accent sur catégorie parce que normalement, même les accents, on évite. Mais c'est par convention. Aujourd'hui, dans la plupart des outils, c'est pas vraiment très important ou très gênant. Dans les outils no-code, en tout cas, c'est pas très gênant si vous mettez des espaces ou des caractères un peu particuliers, euh, parce que les outils s'en sortent très très bien, peu importe ce que vous mettez comme nom de colonne. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Donc, super. Donc voilà, donc on évite de surcharger les bases de données avec des informations qui peuvent être calculées en dehors de la base. Donc ça, cette information-là, on n'a pas besoin, on ne devrait pas avoir besoin de la conserver. Ce que je dis n'est pas toujours vrai, hein, c'est-à-dire que des fois, par simplicité, on va vouloir conserver ce type de données calculées. Mais encore une fois, hein, c'est une question de bonne pratique. On évite au maximum de les conserver pour pouvoir éviter d'alourdir la base. Hein, chaque colonne que vous allez rajouter, eh ben, c'est du temps en plus que votre plateforme, votre outil de base de données relationnelle va consommer pour pouvoir faire les requêtes. Donc évidemment, quand on a des petites bases avec quelques milliers d'infos, quelques dizaines de milliers d'infos, en fait, c'est totalement transparent. Que vous ayez une, deux, trois, 10, 15, 20 mêmes colonnes calculées, bah, ce n'est pas très grave. Mais quand vous commencez à aller chercher des bases de données qui ont plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de données, là, ça se ressent. Une colonne de plus, ça peut être quelques millièmes de seconde en plus, et ça peut jouer sur le ressenti de l'utilisateur, sur la rapidité de vos requêtes. Donc ça peut être quand même assez important. Alors, Prince, perso, j'utilise le Camel Case pour ne pas avoir de problème lorsque je fais des calls API. Oui, bah, je te comprends. En fait, ça dépend des projets, puis ça dépend des gens avec qui je travaille. Parfois, on va utiliser du Camel Case, parfois on va utiliser du Snake Case, parfois il y a même d'autres trucs encore, mais ça devient un tout petit peu trop exotique pour moi. Mais moi, j'avoue que je reste un peu simple avec mon Snake Case qui est relativement facile à, à utiliser. Le camel case, parfois, il y a des personnes qui vont mettre la majuscule en premier ou pas. Bref, donc le camel case, hein, c'est de remplacer, là, ce que j'ai fait, moi, remplacer les espaces par, moi, je remplace avec des underscores, donc ça, c'est le snake case. Le camel case, c'est de remplacer les espaces par des majuscules en début de mot. Donc, par exemple, ici, pour total des ventes, par exemple, j'aurais écrit total. Bon, voilà. Là, j'ai écrit en camel case. Parce que si vous croisez quelqu'un qui a fait beaucoup de JavaScript dans sa vie, la plupart du temps, elle a écrit quand même en camel case. Et bien voilà, top Samantha, si tu as appris quelque chose ce soir encore, c'est incroyable. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc, je récapitule. On a passé nos tables en première forme normale. On n'a qu'une seule donnée par colonne.
En deuxième forme normale, parce qu'on a bien éclaté toutes nos entités dans des tables différentes. Et ensuite, on a passé notre base en troisième forme normale parce qu'on a vérifié qu'il n'y a pas de dépendance particulière entre des champs qui ne seraient pas des champs de type clé primaire et les clés primaires des tables. Donc, on a bien isolé, même à l'intérieur des éléments qu'on avait déjà identifiés comme étant, hop, voilà, comme étant des tables, on a encore fait un filtre dans les différentes colonnes pour ressortir les tables qui seraient encore cachées. Ça permet quoi? Ça permet donc de ne pas avoir de données redondantes, de ne pas avoir de données superflues, d'améliorer la rapidité de requête de votre base de données. Parce qu'en fait, quand vous avez des clés étrangères, ce que ça fait, hein, c'est que ça accélère très fortement l'ensemble des requêtes que vous allez faire dans votre base de données. Si vous voulez, on peut passer sur Xano. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur ce que j'ai dit, ou si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Toc, voilà la bête. Donc si vous n'avez jamais été sur Xano, donc ça c'est l'interface, c'est votre dashboard en fait, hein, tout simplement, bah, d'ailleurs c'est écrit dessus. C'est le dashboard. Donc là, je suis sur une base vide, même si cette base est sur un compte payant, je n'ai pas là je n'ai pas de data, je n'ai pas de base de données, je n'ai pas de données dans cette base. Donc, c'est un workspace qui appartient à un client. Je vais faire un petit coucou s'il me regarde, pour lequel on n'a pas ajouté de données encore dans ce workspace. Donc, je vais l'utiliser et il ne m'en voudra pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on crée des tables dans Xano. Je vais vous montrer comment on fait des requêtes API dans Xano. On va faire quand même relativement simple. On va peut-être réutiliser notre petit exemple de clients et de vente. Et puis, donc, on va faire ouais, donc, des tables, des requêtes, et puis peut-être des petites jointures. Donc, je vous expliquerai un petit peu tout ça pour que vous puissiez comprendre. Alors, Xano, comment ça s'articule? Donc, j'ai mon dashboard qui me permet de pouvoir piloter de pouvoir voir donc déjà la région dans laquelle ma base de données se trouve. Donc là, elle est à Francfort. Je peux voir les différentes requêtes qui ont été faites sur les dernières 24 heures. Donc là, bah, il n'y a pas grand-chose puisque je n'ai pas de data. Je n'ai jamais eu de data sur cet environnement. Si j'avais eu des requêtes API, je pourrais les voir s'afficher ici. C'est-à-dire que très concrètement, à chaque fois que quelqu'un appelle une API, donc j'ai une ligne par API et je sais dire combien de fois cette API a été appelée. Donc si par exemple vous avez une API qui va demander quelles sont les commandes qui ont été passées ce jour, eh bien si cette API a été appelée 100 fois, ben, je vais avoir le nom de l'API et combien de fois elle a été appelée. Donc ça c'est très important pour pouvoir monitorer, hein, pour pouvoir surveiller un peu ce qui se passe sur vos bases de données. Donc, c'est parti. Là, j'ai la partie base de données, database, donc hein, les tables qu'on va pouvoir créer dans Xano. Alors, Prince, je regarde ce que tu as écrit. Que pensez-vous du fait que Bubble conseille d'utiliser des requêtes simples, bien qu'on soit obligé d'avoir la donnée en double en quelque sorte? Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire des requêtes simples pour que je sois sûr de bien répondre à ta question, Prince, s'il te plaît? Alors, je vais vous montrer. Alors, attendez, j'ai pas terminé. Donc si, j'ai terminé sur la partie dashboard. Donc on a la partie base de données, là on va créer nos tables. On a la partie API, là on va créer donc nos requêtes, hein, qui seront accessibles, en interne et en externe. On a la partie task. Task, c'est un peu les automations dans Airtable, qui va nous permettre en fait de créer ou les, background, comment ça s'appelle? Background workflow? Je sais plus, dans Bubble. Concrètement, c'est un peu ça. On a la partie librairie. Alors, la partie librairie, c'est des fonctions qu'on va pouvoir créer et réappeler, donc réutiliser à l'infini. C'est encore un peu le même principe que
les automatisations dans Airtable, j'essaie de faire un parallèle qui est, un peu moyen, mais ça vous permet de créer une petite règle métier. Donc typiquement, je sais pas, par exemple, à chaque fois que quelqu'un vient pour passer une commande dans votre outil, vous allez pouvoir vérifier si cette personne a déjà passé une commande et peut-être, ajouter à sa commande un chèque cadeau, je sais pas, je dis une bêtise, ou lui faire une remise. Et ben, vous pourrez avoir cette fonction que vous allez écrire une seule fois et que vous allez pouvoir réutiliser dans, différentes parties, en fait, de votre back office. Donc vous avez la partie add-on, ça on le verra peut-être un peu plus tard. Vous avez la partie files, là où tous les fichiers qui ont été enregistrés dans votre base de Xano vont être enregistrés. On a une petite marketplace, qui est intéressante, qui donne des petites choses, donc hein, l'authentification. Moi, très concrètement, la plupart du temps, j'utilise l'authentification qui est fournie ici. J'ai pas vraiment utilisé les autres modules, parce que pour le messaging, par exemple, je vais utiliser, Sendinblue. Donc ça, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse de creuser un petit peu. Donc on a une partie privée. Cette partie, ça permet, si vous avez, créé des petits scripts que vous pouvez partager. Vous pouvez, les retrouver ici. Donc la partie connect, c'est pour pouvoir, là, se connecter directement avec des outils, hein. C'est des intégrations natives, en fait. Et ensuite, vous avez d'autres petites choses qui ne sont pas forcément ultra intéressantes pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, moi, je vais aller créer une table. Alors évidemment, c'est un peu moins sexy que Airtable ou que Notion, c'est moins joli. Mais c'est quand même vachement puissant. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ici, je vais pouvoir créer, le nom de ma table. Donc là, je vais avoir une table, client. Hop, je peux entrer une description de ma table, hein, pour pouvoir documenter un peu ce que je suis en train de faire. Je vais pouvoir créer mes premières API. Donc ça va servir à quoi? C'est un peu comme dans Airtable. Quand vous créez une table, en fait, Airtable, il génère automatiquement pour vous les différents endpoints d'API. Donc ça, j'imagine que si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez, ce que c'est des endpoints. Je vais essayer quand même de faire un petit parallèle très simple. Les endpoints, c'est un peu comme des adresses postales. Imaginez que vous êtes dans le service public et que chaque adresse d'un service public réalise une action. Un endpoint, c'est un peu la même chose, ou un guichet d'ailleurs, hein, d'un service public. Un endpoint, c'est un peu la même chose. C'est une adresse sur laquelle vous allez, taper, entre guillemets, que vous allez appeler pour pouvoir réaliser une action. Donc si typiquement vous voulez ajouter une commande dans votre base de données, eh ben, vous allez aller appeler le endpoint qui, qui va déclencher l'ajout d'une commande dans la base de données. Donc ça, pour l'utilisateur, c'est transparent. C'est caché par les call to action, hein, les boutons et toutes les actions qu'il peut réaliser dans les applications. Alors, les requêtes simples, hop, je vais prendre ta question, Prince. Les requêtes simples pour ne pas utiliser des filtres avancés, par exemple une combinaison de jointures et de groupes by. Ah, ouais. Alors, j'imagine que Bubble, ils proposent ça pour éviter justement d'avoir à faire des calculs trop compliqués dans leur base en interne. Mais typiquement, enfin, c'est le cas classique, hein, dans une base de données. On va tout le temps faire des jointures et on va tout le temps, enfin pas tout le temps, mais régulièrement utiliser, des groupes by. Salut Anto, j'espère que tu vas bien et que tu vas, t'amuser dans ce petit live. Alors, donc là, on va, créer un nom d'API. Donc les API, en fait, on peut les ranger, dans des dossiers. Donc là, on va l'appeler, API, hop, pourquoi j'ai écrit tout en majuscule? API app de vente. Voilà. Donc là, si je vais dans la partie API, donc j'ai un dossier qui vient d'être créé et dans ce dossier, directement, j'ai mes premiers endpoints qui ont été créés. Donc je peux aller voir l'ensemble de mes clients, ajouter un client, supprimer un client, récupérer un client spécifique grâce à son ID et modifier un client spécifique grâce à son ID.
Et ça, j'ai rien eu à faire pour pouvoir y accéder. Donc c'est Xano qui m'a tout fait tout seul. C'était instantané. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va dire qu'on a un client. Ce client, on a vu tout à l'heure. On a là dans Xano, on a différents types pour nos colonnes. On a du texte, on a des nombres, on a des objets. Ça, c'est les clés étrangères, hein, concrètement, c'est ce dont on parlait, c'est les liens vers les autres tables. On peut mettre des listes, même si moi, j'avoue que la partie liste, c'est pas un truc que j'aime beaucoup parce que je trouve encore une fois que c'est pas une super bonne pratique d'avoir des listes parce que c'est pas très pilotable, les listes. Voilà, on peut quand même l'avoir. Ça peut être utile dans certains cas. Moi, je ne vous cache pas que dès qu'il y a une liste, j'essaie d'en faire une table, même s'il n'y a que 2 informations dans ma table, et ben tant pis, je préfère avoir une table avec 2 lignes que d'avoir un énum. Mais bon, c'est des choix. Il y a certaines personnes qui préfèrent les énums. Moi, je ne suis pas un très grand fan. Donc, on a les timestamps pour pouvoir entrer donc, du coup, des dates de manière précise avec les heures jusqu'aux millisecondes. On a le champ date, le type date classique, le booléen, hein, le vrai ou faux, le décimal pour les chiffres à virgule, le champ email, un champ password, donc qui sera évidemment crypté, un champ JSON, si on veut mettre des données structurées dans la table, un champ dans lequel on va pouvoir mettre des données de type des médias, hein, concrètement, et un type géographie dans lequel on va pouvoir mettre des, un polygone, donc pour pouvoir utiliser des données type GPS. Alors, donc moi, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Voilà, prénom client. On peut avoir aussi des données sous forme de tableau, hein. Là, je pourrais avoir, par exemple, une liste. Donc, je pourrais, dans cette colonne, avoir une liste, mais bon, ce n'est pas forcément utile dans ce qu'on veut faire là. Voilà, donc mon client, il a un prénom, il a un nom. Alors, vous allez me dire peut-être pourquoi est-ce que je note, je préfixe, je suffixe mes champs par le nom de la table, parce que ça permet de pouvoir s'y retrouver. Donc, quand vous avez des API, dont vous en avez plein, et que vous avez tout le temps mis le champ, je vais le faire là, c'est pas très pertinent, mais c'est pas grave. Vous avez tout le temps le champ nom comme colonne pour identifier ce que vous êtes en train de renseigner. Par exemple, pour mon article, si je mets un champ nom pour l'article, un champ nom pour le client, un champ nom pour la catégorie, ensuite ça devient un petit peu lourd de s'y retrouver dans les outils. Donc moi, je préfère vraiment mettre un petit underscore, ça coûte rien, et ça permet de savoir de quoi on parle d'un seul coup d'œil et c'est très pratique. Alors, je n'ai pas regardé le Twitch. Là, je vois que vous avez pas mal écrit. Alors, moi, ça va super bien. Ah, trop bien, Anto, si tu n'es jamais déçu, c'est incroyable. Ah, top. Ah, tu sors de 2 heures de stream. J'ai regardé ton stream, hein. J'ai été sur ton stream un matin. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était un matin. Et c'était très intéressant. Toc. Et donc, on aura aussi l'email client. Je ne me trompe pas. C'est bien toi qui a aussi une chaîne Twitch. Peut-être même un podcast, je ne sais plus. Alors, donc on a nos clients. Donc ma première table, elle est terminée. Donc on va voir qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure. Je me souviens déjà plus. Les articles. Donc, encore une fois, on va pouvoir lui mettre une description si c'était pertinent. Mais là, bon, pour la démo, on ne va pas forcément le faire. Donc article, on a dit qu'on a un nom et un prix. Donc j'ai mon nom article. Bon, il m'embête un petit peu à chaque fois, il m'imprime. Le trim, c'est quoi? Ça permet de retirer les espaces dans les phrases, dans les chaînes de caractères, hein, que vous allez envoyer. Je vais avoir un champ prix. Donc le prix, ça va plutôt être un décimal, hein, parce qu'on peut avoir un prix à virgule. Donc, article. Voilà. Donc j'ai fini cette seconde table. On va avoir une table catégorie. Catégorie, incroyable. Vous allez voir juste après, hein, il m'aura fait tous mes noms catégories.
stream. Alors, Prince, les énigmes, c'est impossible de les avoir dynamiquement côté front, malheureusement. C'est plus pratique d'utiliser une table dédiée. Totalement, totalement, et c'est exactement pour cette raison que moi, je fais des tables, à chaque fois. Salut Olivier, et oui, à 21h, c'est moi qui prend la main, qui prend l'antenne. Je vous prends en otage avec mes streams sur les bases de données. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, Olivier. On t'a pas vu hein, sur les autres lives, hein, attention, tu te relâches, tu te relâches. Donc on a catégorie, on a dit, on a le nom de la catégorie. Toc. Ensuite, on a notre petite table de vente. Hop. Alors, dans la vente, on a plus de choses. Donc, on a dit, dans la table de vente, on a donc l'ID de la vente, ça, on n'a rien besoin de faire. On va avoir les différentes clés, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les clés étrangères, hein, les liens avec les autres entités de la base. Donc, on va avoir le lien avec la table client. Donc là, vous voyez, on a un petit symbole un peu particulier qui montre qu'on a un lien. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est visible dans la plupart des outils. Si vous allez dans Airtable, c'est pareil, ce sera visible. Quand vous faites un linked record, c'est très visible. Quand vous allez dans Notion, c'est pareil, c'est visible. Même dans Glide, c'est visible assez facilement partout. Donc là, hop, je vais juste lui noter pour qu'on garde notre nomenclature comme tout à l'heure. Donc on va dire que c'est une clé étrangère pour bien se rappeler de ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un lien avec une autre table. Donc on a dit article, non, client, pardon, article. Encore une fois, on va le renommer. On aura une quantité. Je vais y arriver. Quantité. Bon, on va mettre un nombre entier là pour quantité, ce sera plus simple. Et alors, je suis occupé. Qui rapporte des sous. Mais je comprends, je comprends. Tu as raison, il faut aussi manger, il faut aussi manger. Alors, hop, au fait, depuis la semaine dernière, j'ai refait une bonne partie de ma base de données suite à ton stream de base, et elle est trop belle. Et le client est content. Ah, ça c'est top. Ça c'est top. Et évidemment, je t'enverrai mon RIB, je prends 10% de commission sur tout ce que tu feras suite à ce live de la semaine dernière. Dommage, tu as raté la troisième forme normale. Du coup, normalement, c'est 15%, mais là, ce sera que 10% parce que tu as raté un live. En tout cas, une partie qui était très importante. Voilà. Donc, j'ai mes différentes briques. Je vais pouvoir remplir un petit peu mes bases. Alors, évidemment, on ne va pas mettre 3 tonnes d'informations. On va faire que quelques petites choses pour que ce soit pertinent. Alors, je vais mettre ça de l'autre côté pour que ce soit plus simple pour moi. Voilà, pour éviter de recopier n'importe quoi. Toc. Donc, on a Alice Riviera. Alice Riviera. On a Bob BM. Évidemment, ces mails sont totalement une mauvaise pratique aussi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. On ne fait pas des mails de ce type-là. Même si dans beaucoup de boîtes, je vois que je vois que les adresses email dans pas mal de boîtes sont juste le prénom d'une personne et le nom de domaine. C'est pas une très bonne idée de faire ça parce que ça peut arriver très très vite d'avoir deux personnes qui ont le même prénom et ça vous force à devoir réfléchir à une méthodologie rapidement pour pouvoir différencier les deux adresses email. Alors que si vous avez fait dès le début le nom, le prénom, ce serait plus simple. Évidemment, il peut toujours y avoir des homonymes dans une boîte, mais à moins que vous soyez dans une grande boîte, c'est quand même relativement rare que vous ayez des homonymes. Ça peut arriver. Donc il faut s'y préparer. Là, donc on a nos clients. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Donc on a nos API qui ont été créées toutes seules. Donc ça, hop, donc ça c'est déjà top. Alors, hop, je vais retirer ça. Qu'est-ce que vous... Alors, je regarde ce que vous dites. Je prenais un verre. Trop bien.
Avoir des emails en ID, euh, non. Je pense pas que ce soit une très bonne. Je pense pas que ce soit bien d'avoir des ID dans les emails parce qu'un email doit rester quelque chose de lisible. Euh, C'est-à-dire que tu discutes par mail avec tes clients. Donc si tu as des ID dans tes mails, bon, ton mail il est moins lisible, il est moins sexy, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Du coup, moi je vous conseille quand même d'avoir le nom, prénom euh, dans l'adresse email. Et puis si jamais il y a vraiment un souci, vous pourrez toujours trouver encore un critère différenciant pour ajouter. Mais très franchement, dans la plupart des boîtes, dans la plupart des PME, c'est quand même assez rare. Moi, ça m'est jamais arrivé dans une PME de retrouver deux personnes avec le même nom, prénom. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais moi, ça ne m'est pas arrivé. Par contre, dans les grosses boîtes, bon, ça arrive tout le temps. Évidemment, il y a toujours des homonymes et c'est normal. Et c'est normal. Alors, donc déjà, donc comme on le disait tout à l'heure, moi, je suis très content parce que Xano, il m'a tout généré. Il m'a généré tous mes endpoints. Donc là, je vais pouvoir aller dans ma base. Il m'a préparé ma première requête qui est un query all. Donc le query all, c'est quoi? C'est typiquement, c'est comme un peu une recherche Google. Tu lui dis, va tout chercher. Tu prends tout. Là, il n'y a pas de filtre, hein, donc si je clique dessus, en fait, ça, c'est la partie, ce qu'on appelle la function stack. Donc, c'est l'endroit dans lequel on va mettre de l'intelligence dans nos API sur Xano. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, moi, typiquement, je peux faire un test et je peux lui dire, bah, va chercher tout, tout ce qu'il y a dans ma table client. Et donc, lui, il fait quoi? Hop, voilà, il est allé tout me chercher. Donc, il m'a récupéré l'ensemble l'ensemble de mes données. Mais moi, je pourrais n'avoir besoin, par exemple, que de l'adresse email, parce que j'ai un besoin spécifique. Et donc, dans Xano, on peut modifier le retour qui nous est envoyé. Donc ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec Airtable, hein, évidemment. Mais ici, moi, je peux lui dire, je veux customiser mon retour, et je ne veux pas l'ID, je ne veux pas la date de création, je ne veux pas le prénom, je ne veux pas le nom, je veux que l'email. Et donc, je sauvegarde, hop, mon, euh, ma modification, et si je rerun, hop, il ne me remonte que les emails. Donc ça, c'est un intérêt qui est juste incroyable, parce que quand vous êtes dans le cadre d'un outil que vous mettez à disposition, par exemple, de clients, euh, eh bien, c'est très pertinent, parce que vous pouvez remonter au client, ou en tout cas la personne qui visite votre site ou votre web app, vous ne pouvez ne lui remonter que l'information qui est pertinente au moment où il a cliqué. Donc là, si on veut avoir que l'email, eh ben, on peut remonter que l'email. Bon, moi, je vais remettre quelques champs. Moi, je ne veux pas, par exemple, la date de création, parce que ça ne m'intéresse pas, mais je peux voir le reste. Et on peut aussi filtrer. D'ailleurs, on peut faire d'autres choses, hein. Donc, je ne vous ai pas tout montré, mais je peux modifier encore d'autres choses. Donc, je peux déjà modifier le nom du retour, donc, que ça ne s'appelle pas client, mais que ça s'appelle autrement. Et je peux faire d'autres choses. Je peux dire, en fait, fais juste un compte. Donc, tu vas regarder combien il y a d'enregistrements. Donc, si je fais ça, je vais le faire. Là, il va me dire, il y a 3. J'ai 3 résultats dans ma base. Ça, c'est super. C'est très pratique. Je peux lui dire, bon, existe, ça va pas forcément très tout le temps pertinent, mais je peux lui dire de ne me renvoyer qu'un résultat. En fait, si je sais exactement sur quel enregistrement je vais taper, je peux lui dire, en fait, ne me remonte qu'un résultat, pour ne pas avoir un tableau d'objets à retourner. Donc là, typiquement, si je lui dis ça, hop, il va me renvoyer un résultat, sans trop chercher à réfléchir. Donc, il s'est pas filtré, il m'a pris un résultat au pif, on va dire. D'ailleurs, j'ai oublié de sauvegarder quand je lui ai dit de mettre les différents champs. Tac. Voilà, je vais sauvegarder. Et je vais retourner et je peux lui dire maintenant, je peux lui dire de faire alors un stream. Ça, c'est vraiment particulier dans Xano quand vous allez parcourir énormément d'enregistrements. Je crois que c'est à partir de plus de 10 000 ou plus de 15 000. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir lancer cette requête dans dans une espèce pas d'instance, mais presque, dans une espèce de couche mémoire qui va éviter à votre instance Xano de trop chauffer, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Donc d'ailleurs, hein, si je fais stream et que je lui dis de me montrer, vous n'allez plus voir les résultats.
parce ils sont cachés dans la mémoire. Donc là, tout ce que j'ai comme retour, c'est string. Hop, alors, voilà. Et j'ai le aggregate, et le aggregate, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Prince, hein, ce dont tu parlais. Ici, on va pouvoir faire des group by, des agrégations et des tris, pardon. Et évidemment, on va pouvoir ajouter de la pagination. Toc. Donc ça, c'était la première étape. Mince, je vais remettre la liste, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous. Et je vais aussi pouvoir faire des filtres. Alors, je regarde un peu si vous avez posé des petites questions. Hop. Ça monte ta force à toi, hein, tu es debout depuis 5 heures. Donc, on va pouvoir faire des filtres. Donc, je vais pouvoir ajouter des conditions de visibilité. Donc là, ceux qui sont un peu dev et qui ont l'habitude de faire, par exemple, du SQL, vous allez un peu vous y retrouver parce que concrètement, on a des conditions, des conditions where dans lesquelles qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, je vais pouvoir lui dire, dans ma table client, je veux, euh, je sais pas, le client dont l'ID est égal à 1. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me sortir, hop, Alice Riviera, qui est le client numéro avec l'ID égal à 1. J'aurais pu dire, je veux le client qui s'appelle Alice, je veux le client qui s'appelle, qui a tel nom de famille ou tel email, et cetera, et cetera. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut aller quand même très, très loin, dans ce qu'on va faire. Je vous explique. Quand je dis qu'on peut aller très loin, c'est qu'on peut ajouter donc à nos requêtes différents filtres. Donc là, heu, je pourrais dire: «Ne va faire je peux faire des transformations, hein, concrètement, de ma donnée pour dire, bah, là, maintenant, les ID, bah, je sais pas, je veux ajouter 2. Je dis une bêtise, hein, je fais n'importe quoi, mais vous aurez compris. Je veux ajouter 2. Je peux faire des additions, je peux faire des soustractions, je peux faire des petites choses qui vont me permettre de spécifier encore un cran plus loin, ma requête. Bon, là, c'était pas forcément très pertinent, mais en tout cas, c'est des choses que je peux faire. Je peux aller vraiment très, très loin. Je peux vraiment aller très, très loin. Typiquement, je peux avoir une donnée cryptée et je peux lui demander de me la décrypter si j'ai la clé de décryptage. Voilà. Donc on peut aller extrêmement loin, dans ce qu'on peut faire dans cette partie-là. N'hésitez pas, hein, si vous avez, des questions, sur Xano, à les poser évidemment, on est là pour ça. Ou même si vous avez vous-même des soucis sur la plateforme ou des choses que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre, n'hésitez pas à poser des questions. Même des choses compliquées, on est là pour se challenger et évidemment pour y répondre. C'est vraiment le principe, de ce type de live. Donc ce que je voulais vous montrer quand même, c'est on va aller maintenant, hop, remplir vite fait nos petits articles. Toc, on avait quoi? On avait 3 articles. On avait un t-shirt A. On avait un t-shirt B. Non, on avait un jean en B. Un jean en... Et on avait une robe en C. On avait un prix 20. Alors attendez. Là, 20, 50 et 100. Trop bien. Il y a un truc qui est intéressant ici, c'est qu'on peut filtrer directement dans les tables. Bon, évidemment, normalement, vous ne devriez pas passer votre vie dans Xano. Xano, normalement, il est censé être utilisé pour pouvoir créer vos bases, créer votre logique. Ensuite, vous ne devriez pas naviguer dedans. Mais évidemment, quand on est en train de créer, on a besoin parfois de pouvoir voir ce qu'on fait et de pouvoir tester certaines choses. Donc ici, on peut filtrer. D'ailleurs, on peut filtrer de plusieurs manières. Raté. On peut filtrer de plusieurs manières. On peut filtrer en cliquant sur la colonne. Hop. Donc là, je peux faire un filtre. Nom d'article égale robe. Donc là, il ne va rien me trouver, parce que j'ai aucun article qui est égal à robe. Je peux lui dire par contre, hop, les articles qui contiennent le mot robe. Voilà. Donc évidemment, si j'avais 10 millions d'articles et que j'en ai 50 qui contiennent le mot robe, il m'aurait sorti les 50 en question.
Dans le prochain live, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on ira plus loin, que j'aurai des bases avec beaucoup de data, et on s'amusera à jouer avec et à faire des petites choses intéressantes. Donc, on a aussi un autre truc qui est vraiment très cool, c'est le reference by. Donc, quand vous avez des petites bases avec pas grand-chose, pas beaucoup de logique métier, bah, c'est pas forcément ultra utile, mais quand vous commencez à avoir beaucoup de endpoints, beaucoup de logique métier, c'est très intéressant. Quand vous cliquez sur Reference By, vous pouvez voir où est-ce qu'est est utilisée cette table dans vos API. Donc là, je sais que la table article est utilisée dans l'API get article, post article, etc., bref, parce que c'est les articles. Mais si demain, ou si tout à l'heure, j'ajoute la table article dans mes clients, parce que je veux, je sais pas, je veux faire une requête, remonter tous les articles qui appartiennent à un client, et je mets ça dans une API dans la partie client, et ben il va me rajouter donc l'API en question ici. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique pour pouvoir s'y retrouver et savoir, enfin, pouvoir référencer les différentes tables que vous utilisez. Donc, on a aussi donc la partie catégorie. Tac, on y va. Ah, j'ai pas mis de nom aux catégories. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. Donc, on a les t-shirts, on a les jeans, on a les robes. Style. On n'a pas fait tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas, dans les articles, on ne les a pas associés à des catégories. Donc là, je viens de m'en rendre compte. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on va faire, comme ça, on pourra faire une petite requête qui va montrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, t-shirt B. Et donc là, on va dire que on a t-shirt. Donc là, on est lié à l'identifiant t-shirt. L'identifiant t-shirt. Donc là, vous voyez visuellement qu'il y a écrit t-shirt. Hein, mais en fait, là, j'ai juste un numéro qui est inscrit dans ce champ-là. Donc, c'est un entier, hein, un ID en entier. Donc, il n'y a que le numéro 1. Ici, c'est juste une aide visuelle qui est proposée par Xeno. Donc, ça, c'est assez sympa. Et donc, hop, ici, on a une robe. Ça, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de dire, toc, ça va me permettre, alors, on va pas faire ça. On va créer un endpoint. Ça va être plus intéressant. Et moi, je veux faire un endpoint qui va me remonter tous les articles pour une catégorie. Tous les articles pour une catégorie. Donc, je vais dire que je veux une liste. Donc là, ici, je peux dire quel type d'action je veux réaliser. Donc, je vais réaliser un get, hein, parce que je vais récupérer tous les articles pour une catégorie donnée. Donc, je vais dire article by catégorie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir aller mettre des éléments, des éléments en entrée, et je vais pouvoir lui dire que au travers de mon API, je vais attendre un identifiant de catégorie. ID, ID catégorie. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va permettre que si vous êtes, par exemple, dans une web app et que, je sais pas, vous avez des listes de catégories, vous allez pouvoir afficher dans votre site internet, vous allez pouvoir, dans votre site, dans votre app, vous allez pouvoir afficher que les éléments qui appartiennent à une catégorie bien spécifique. Donc, je vous montre tout de suite. Alors, je vous montre tout de suite, il faut que je fasse la liaison, je ne l'ai pas faite. Donc là, dans mon endpoint, je vais dire, je vais aller chercher dans ma table article le champ catégorie ID, et je veux qu'il soit égal à l'input, hein, donc à ce que je vais recevoir en fait dans mon API, hein, donc ce que l'utilisateur va faire comme action, hein, le retour de l'action de l'utilisateur. Donc si votre utilisateur clique sur t-shirt, eh ben, je veux récupérer l'identifiant du t-shirt. Donc qu'est-ce que ça va faire? Donc là, je sauvegarde. Et là, vous voyez, j'ai un champ qui apparaît, ID catégorie, qui me permet de aller renseigner un ID. Donc si je mets 3, il va me remonter que la robe, parce que l'identifiant de la robe, c'était 3. Si je veux faire
hop, aller chercher mes t-shirts, et ben, il va m'en montrer 2. J'ai que 2 t-shirts. Si je mets 2, je n'ai pas de jean, et ben, il va rien me remonter du tout. Donc il me remonte une réponse vide. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, hop, je vais copier le endpoint, et si j'étais, tac, 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 si je vous donnais, ce endpoint à utiliser, eh bien, vous pourriez ajouter, en paramètre à ce endpoint, l'identifiant que vous voulez. Et donc, vous pourriez récupérer le résultat de la requête. Donc, je vous le donne, ceux euh, qui savent utiliser les. Qui savent faire du préfil, vont s'amuser à attaquer ma base de Grano. Amusez-vous bien. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est très intéressant, hein, parce que vraiment c'est la partie qui va vous permettre de filtrer les données dans votre front, par exemple. Et il est déjà 22h04, je vais vérifier si... hop. Salut, tout qu'en penses-tu? Je sais pas si tu penses aborder le fusil... Alors attends, je vais afficher ta remarque. Salut, je sais pas si tu penses aborder les fuzzy search, mais ce serait très intéressant. Un peu comme avec Elasticsearch. Alors, ok, je prends note. Le fuzzy search, en fait, donc c'est la fonctionnalité en base de données de pouvoir faire, on va utiliser un mot barbare, de l'indexation. C'est-à-dire que on va permettre à la base de données de faire sur des colonnes spécifiques des recherches, là, des recherches, ce qu'on appelle full text. Donc, c'est aller rechercher dans un large spectre de data des morceaux dans... Par exemple, si vous avez, je sais pas, plein de descriptions, typiquement, si chacun de mes articles, alors on va revenir dans la base des articles, imaginez que dans mes articles, ils aient tous une description, un peu comme sur Amazon, vous voyez les descriptions d'articles, et ben, je vais pouvoir dire, je veux chercher dans ces descriptions d'articles tel ou tel mot, ou tel groupe de mots, ou tel... oui, c'est ça, ou tel groupe de mots. Et même si vous avez des dizaines et des centaines de milliers d'articles, et ben, ça va vous permettre de faire une recherche pertinente avec des scores en plus de pertinence que vous pouvez affecter à chacun des mots qui va être recherché. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très, très, très puissant. Mais là, on est vraiment dans un niveau qui est quand même relativement avancé et sur un cas d'usage qui est relativement spécifique. Alors, j'ai découvert ça dans Zoho Creator. Quand je modifie un formulaire workflow, qui sont vérifiés. Alors, attends. Parce que je suis désolé, je suis obligé de me pencher pour regarder l'autre écran. C'est méga intéressant. Là, je dois rattraper un manque de sommeil. Eh bien, écoute, Sam, à bientôt. J'espère que tu as appris quand même quelques petites choses sur ce live. Je vais pas rester encore une demi-heure comme la dernière fois. Je pense que je reste encore 10 minutes et puis ensuite, je vais pouvoir vous libérer. Prince, que pensez-vous de l'utilisation de Postman pour tester le fonctionnement des API en front? Alors, c'est très intéressant. Moi, j'utilisais beaucoup Postman. Là, je vous avoue que depuis que j'utilise Xano, c'est moins pertinent pour moi. Euh, Pourquoi? Ben, parce que comme je vous le montrais là, euh, dans Xano, vous voyez tout à l'heure, on n'avait pas cette partie article by catégorie. Là, comme j'ai ajouté un endpoint dans lequel on va aller voir les catégories. Hop, ça s'est ajouté ici. Donc, moi, j'ai plus forcément besoin de Postman parce que j'ai tout ici, en fait. J'ai tout ici et c'est très, très simple à utiliser. Donc, utiliser Postman, pour moi, ce serait perdre un peu de temps par rapport à ce que je peux faire directement dans Xano. Mais j'ai un compte Postman que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore beaucoup quand je fais des requêtes API sur des bases que je ne maîtrise pas, parce que c'est un peu la base. J'ai d'ailleurs accès à la bêta de Postman Workflow, qui est l'outil d'automatisation de Postman qui est censé concurrencer euh, Make et Zapier, et N8N d'ailleurs, et qui est vraiment intéressant. Indexation, montrer quelqu'un du doigt. C'est presque ça, c'est presque ça. Avec son index, évidemment, évidemment. Pas avec son majeur, c'est interdit.
Hem, non, pas l'émission 234, tout qu'en penses-tu? On peut y arriver relativement vite parce qu'on peut montrer un exemple un peu intéressant, sans avoir des millions de données. Ce sera peut-être moins pertinent que si j'avais, une base de données, très, très, très touffue avec beaucoup de choses. Mais quand même, on peut proposer un petit exemplaire. Peut-être pas pour le prochain live, mais pour, dans 2-3 lives. Oui, ça peut être intéressant. Je pense qu'on a encore des petites choses à voir. Je pense que sur le prochain live, on verra j'avais parlé des jointures au début. Je pense qu'on le verra, dans le prochain live. J'aurai une base plus conséquente et là, on fera des jointures. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire des jointures, sur plusieurs tables pour pouvoir faire des filtres, assez intéressants. Donc ça, on verra, je vais réfléchir. Là, j'ai préparé en 15 minutes, mon live, mais le prochain, je vais le préparer un peu mieux pour avoir, des exemples un peu plus intéressants. Comme ça, vous pourrez, vous rendre compte vous rendre compte un petit peu de la puissance, de l'outil. Heu, c'est avec de laisser des API keys sur des services étrangers. Non, mais tu as raison, il faut toujours laisser des API keys. D'ailleurs, moi, je peux vous faire des API keys, hein. C'est très facile à faire, dans Xano de générer des clés, des clés comme ça. Très, très intéressant. D'ailleurs, hein, si vous ne l'avez jamais vu, en fait, ici, dans Xano, vous avez des API qui sont publiques et des API qui sont privées. Donc là, en public, c'est-à-dire que si je vous file je vais le faire là, si je vous file, hop, mon endpoint, vous allez pouvoir, jouer avec, vous allez pouvoir le lancer et voir ce qu'il y a derrière. Donc là, si je fais, toc, voilà. Donc là, vous avez le retour et vous êtes capable, hein, de jouer avec, de le mettre dans un outil, de le transférer, dans Make, pour vous amuser. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Maintenant, si je passe mon endpoint en ah, mais j'ai pas mis d'authentification, raté. Il faut que je prépare un endpoint d'authentification. Mais si je le faisais, en fait, vous ne pourriez plus avoir accès à mes endpoints puisque, pour y avoir accès, il vous faudrait un token, hem, il vous faudrait un token, pour pouvoir utiliser l'API en mode interne. Donc c'est pas une clé API, c'est vraiment un token, JWS pour ceux qui sont, familiers avec cet environnement. Et donc c'est un token, hein, qui fait énormément de caractères et qui est très, très difficile à, craquer, hein, à deviner, à trouver comme ça, hein. C'est quasiment impossible pour quelqu'un d'arriver sur votre base et de venir avec un token qui aura créé toute pièce. Donc soit il a volé un compte utilisateur, soit il est vraiment très, très fort, mais il y a quand même peu de chance. Mais ça peut arriver. Hem Est-ce que vous avez des questions particulières? Je pense qu'on peut, s'arrêter là, sauf si vous voulez voir encore un petit truc. On peut encore prendre 5 minutes pour voir une, fonctionnalité un peu de base. Évidemment, on va pas aller dans des fonctionnalités trop compliquées là, à 22h11. Je pense que nos cerveaux sont tous un peu, raplapla à cette heure-ci. Mais si vous voulez voir encore un petit truc, moi je me ferai un plaisir de vous le montrer. Sinon, je vais vous libérer pour ce soir. N'hésitez pas. Je vous laisse 2 petites minutes pour me dire. Alors, hop. En attendant, je vais revenir sur mes bases. Bon, évidemment, hein, j'ai pas fait, les calculs, mais peut-être la prochaine fois, je ferai des petits calculs. On fera de toute façon des endpoints qui vont aller créer de la data et ce sera intéressant. On va créer de la data même dans plusieurs tables. Peut-être on essaiera de faire des boucles pour que ce soit intéressant et assez cool à voir. OK et ben, écoutez, si vous avez pas, de c'est pas mal de montrer aussi les relations. Heu, heu, alors hop, c'est pas mal de montrer aussi les relations en visuel dans Xano. Alors, les relations en visuel, tu as raison. Donc ce qu'on peut faire pas du tout, c'était pas là. On va pouvoir, toc, cliquer ici. Donc alors je vais le remonter, je suis allé un peu vite. Quand vous arrivez dans la partie base de données, vous avez une petite case à cocher qui s'appelle «Show Table Relationships». Et ça va vous permettre de montrer visuellement quels sont les liens qu'il y a entre vos différentes tables. Donc là, on peut voir que j'ai un lien. En plus, c'est vraiment bien fait parce que vous pouvez voir quelles sont les clés primaires, quelles sont les clés étrangères,
D'ailleurs, je l'ai bien fait là et je ne l'ai pas bien fait ici, honte à moi. Donc on peut voir les liens, hop, entre les ventes, les clients et les articles. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet visuellement, d'avoir un œil sur vos tables. Alors, pour être totalement honnête, c'est très cool quand on a, allez, une vingtaine de tables, une trentaine de tables, mais quand on a, 100-200 tables, ça devient très, très vite illisible. D'ailleurs, c'est très compliqué de faire un schéma lisible quand on a plus d'une vingtaine de tables, et qu'on a vraiment beaucoup de relations. Mais en tout cas, ça reste, intéressant et ça peut vous permettre, si vous voulez vraiment regarder un scope spécifique, si vous avez beaucoup de tables, de mettre, la table, ce que j'appelle moi la table pivot, donc la table qui vous intéresse au milieu et de regarder quels sont les liens, hop, avec les autres tables, qui composent votre base. Donc ça, c'est toujours très intéressant parce que visuellement, c'est assez cool. Moi, j'arrive plus à déplacer ma table article. Voilà. Est-ce que j'aurais créé un bug? C'est possible. Alors, on a hâte de voir la suite. C'est tous les jeudis soirs. Est-ce que c'est tous les jeudis soirs? Je ne sais pas. Je vais essayer. Comme je disais tout à l'heure, à 20h30, je n'étais pas encore sûr de faire, de faire le live. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas, même si on parle de notions un peu compliquées, je n'avais pas forcément préparé. Mais j'espère avoir été clair quand même. Donc, je vais essayer de faire tous les jeudis soirs. Sinon, ce sera un jeudi soir sur deux. Mais ouais, je pense que de toute façon, il y a de la matière pour faire des lives sur un an avec toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Xano. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire. Je pense que ouais, le prochain live, on utilisera des bases. Je pense que je vais prendre le même exemple, mais je vais remplir les bases. Je vais prendre des fake data et je vais remplir les bases de plusieurs milliers d'enregistrements et je vous montrerai un petit peu comment on navigue là-dedans et comment on fait des jointures entre les différentes tables pour rendre ça un petit peu sympa et sexy. Et je pense le live d'après, on fera de l'import de données parce que c'est très sympa de faire des imports de données de plusieurs dizaines de milliers de données et vous montrer qu'on peut faire ces imports en quelques secondes dans Xano. Ça, c'est très très cool. Et voilà. Et donc, il ne faut pas utiliser ce qui est proposé par Xano en natif, enfin pas en natif, mais dans les vidéos YouTube, parce que c'est très lent. La proposition qu'ils vous font, qu'ils ont fait est très lente. Mais je vais vous proposer quelque chose qui sera assez intéressant et qui fait gagner énormément de temps. Hop, alors, Prince, une séance sur les techniques d'optimisation des performances, bien sûr. Et ces optimisations de performance passent justement par l'utilisation des jointures. Et vous verrez que c'est assez intéressant. Alors, j'en fais de la conception. Je fais ça dans la conception. Ça aide déjà bien. C'est clair. Au fait, Xano permet de préparer des données avant l'import effectif. Alors, oui, tout à fait. Tout à fait. Je peux te montrer ça juste vite fait. Imaginons que tu aies une fonction. Une fonction. Alors, les fonctions, ça ressemble hein, aux API, mais ce n'est pas des API, ce n'est pas des choses que tu peux appeler directement de l'extérieur. C'est des choses que tu peux appeler qu'en interne. Et donc, oui, on va pouvoir faire de la manipulation de data. Comment on va faire ça? Imaginons que là, j'ai un fichier qu'on m'envoie, un fichier, alors je ne sais plus c'est quel. Hop, CSV. On m'envoie un fichier, donc je peux le récupérer. Je peux en faire quelque chose. Hein, donc je peux aller dire, ben, je veux aller sur mon fichier CSV, je peux... qu'est-ce qu'on va faire? Je dis que je mets mon fichier CSV dans une variable. Et je peux lui dire de le décoder. Base 64, CSV décode. Et donc, je peux lui dire quel est le séparateur. Donc, si c'est la virgule, le point-virgule, une tabulation, un espace, etc., etc. Bref, je peux lui dire ce que je veux. Et une fois que je l'ai décodé, tac,
vais fermer ça. Je peux aller faire faire des updates, faire des modifications sur chacune des lignes pour lui dire, bah, typiquement, imaginons que j'ai une colonne dans mon CSV qui est retournée comme étant un champ texte, alors que moi, je veux que ce soit un entier. Et ben, je pourrais typiquement lui dire, ben, va pour chacune des lignes, va ben, transformer ce texte en entier, ou en décimal, ou en autre chose, ce qu'on veut, mais je peux totalement lui dire de faire ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, je pourrais faire mon import. Bon, ça, on verra ça, je pense que dans 2 lives, pas le live prochain, mais celui d'après, on fera quelque chose comme ça, parce que c'est assez cool. À moins que ça vous chauffe et qu'on se dise que la prochaine fois, au lieu de faire des jointures, on va plutôt s'amuser à remplir la base. Comme ça, je le fais en live avec vous. Je prends des datas un peu fake, j'en fais des CSV ou des fichiers texte, hein, et puis je les importe. Ça peut être aussi intéressant. On ne va pas attendre 2 semaines. Ne me mettez pas le couteau sur la gorge, je n'accepte pas. Je posterai qu'il y a 2 questions dans le Slack. Ah, OK. Eh ben, j'ai pas vu. J'ai répondu avec tes je connais pas d'autres. Tu peux le faire sur une table existante, changer le type de colonne. Non, tu peux pas changer le type de colonne d'une table existante. Enfin, si, tu peux changer, pardon, le type de colonne d'une table existante. Parfois, ça va casser ta donnée, parfois non. Donc il faut faire très attention parce que si tu es sur une table, on va dire vivante, hein, sur une table live, tu peux, bah, casser les données de toi-même ou de ton client, ce qui est un peu embêtant. Généralement, quand on veut changer un type, en tout cas moi, quand je veux changer un type, ce que je fais en premier, imaginons que le prix de mon article, là, disons que j'ai mis un nombre entier, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait et en fait, je veux un nombre décimal parce que je me rends compte que c'était une bêtise. Prix, quantité, P2. C'est incroyable, mais c'est comme ça que je fais. Comme ça, je sais ce que je fais et j'ai une sorte de versionning. Donc là, alors je sais même plus si je l'ai mis en décimal. Si, je l'ai bien fait. Et donc là, je mets mon truc en décimal et ensuite, première phase, je vais récupérer toutes mes datas qui sont ici et je vais les rebalancer dans la partie décimale et potentiellement, je vais le transformer si j'ai besoin de le transformer. Mais j'évite de changer le typage d'une colonne parce que ça peut tout casser. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Il est 22h20, ça fait 1h20 de live. C'était encore une fois pas prévu et ça passe encore une fois très très vite. Merci en tout cas d'avoir été là. On est quand même pas mal hein, pour un petit live pour un petit live nocturne. C'est assez cool de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par des choses un petit peu techniques au début et un petit peu moins sexy. Et par Xano, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, mais j'essaierai de tenir ce créneau du jeudi, parce que c'est pratique pour moi et j'aime bien ce créneau. Et en attendant, je vous dis bonne soirée. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch demain. Alors attendez, que je dise pas de bêtises, parce que la dernière fois, je n'avais pas dit ce qu'il y avait sur la chaîne demain. Je vérifie cette fois-ci. Donc, demain, on a le live sur l'IA. Et on a le building public de Pierre, évidemment. Donc n'hésitez pas à passer. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi je fais un petit coucou à Stan s'il est là. On va se faire un petit jeu vidéo, j'espère, avant que j'aille dormir. Comme ça, j'irai dormir de bonne humeur après ce live et une petite session jeu vidéo. Ça va être très très cool. Bonne soirée à tous et amusez-vous bien. Allez, salut. Ah, je dis salut, mais il faut d'abord que je mette la bannière de fermeture. Je vais y arriver un jour à le faire correctement. Allez, salut pour de vrai cette fois-ci.